Salut tout le monde, vous êtes sur Radio Courtoisie, le libre journal des controverses. Je salue bien entendu mon prédécesseur Nicolas Stocker, Lara Stam. Ils étaient accompagnés cette fois de notre ami Michelon et bien entendu Raphaël Besselus. C'était un très beau plateau, le libre journal de géopolitique profonde. Je salue notre nouvelle réalisatrice. Elle est ici présente, il faut lui donner de la force. Je crois que c'est la première fois qu'elle est ici réalisatrice sur le libre journal des controverses. On n'a que des Spielberg chez nous, donc voilà, encore une. Et je salue Patrice, l'homme à la superbe écriture. Il est là pour recevoir vos appels, pour recevoir vos mails. Je sais que vous aurez énormément de questions à poser. Aujourd'hui, je suis avec Enda Ayari, militante. Elle est Marianne de la République, on l'appelle comme ça maintenant, Marianne de la République. Enda Ayari, qui était une ancienne jeune femme salafiste, comme elle dit, elle portait le niqab. Et aujourd'hui, elle est patriote. On va parler de ce cheminement, comment elle a basculé du niqab au patriotisme. Et puis, elle organise cette grande manifestation demain 14h à la place de la République des patriotes de la diversité. Salut chère Enda, je suis très content de te recevoir encore une fois ici, c'est pas la première fois que tu viens en plus. Oui, bonjour Mike, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Oui, effectivement, j'étais déjà venue il y a quelques années. Voilà, on avait parlé de cette dame qui était une des dernières victimes du sang contaminé et qu'on n'a toujours pas indemnisé. Bon, Tout à fait. J'imagine qu'elle n'est toujours pas indemnisée parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe ici en France. Les victimes ne sont malheureusement pas indemnisées. Bon, les autres, ça c'est autre chose. Voilà, donc on te connaît, ça fait quand même déjà quelques années que tu passes dans les médias. D'ailleurs, on revoit depuis la mort de Thierry Ardisson cette image où dans son émission, tu enlèves ton voile. Que de temps passé, j'ai envie de dire. Oui, ça date de 2017, un an après la sortie de mon premier livre. Et effectivement, il y a quelques mois, cette vidéo où je retire le voile en direct a fait 66 millions de vues. Ça a été, je ne m'y attendais pas du tout à ça et j'ai reçu des centaines de milliers de messages du monde entier parce que ça a été une image très symbolique. Ça a été un moment très fort, effectivement. C'est un geste symbolique où quelque part, en retirant ce bout de tissu, je me libère aussi d'une doctrine qui m'a complètement enfermée, qui m'a soumis et une prison en fait. C'était une prison et je me suis libérée de cette prison à ce moment-là. Et c'était ce geste que tu as eu, ça t'a valu aussi nombre de menaces, j'imagine. Ah oui, oui, bien sûr. Je me souviens, dès le départ, j'avais eu des menaces de mort, notamment d'islamistes. Et puis, je me rappelle encore de certains messages où on disait on considérait que j'étais nue. Le fait d'avoir retiré le voile, on a dit que c'était de la provocation, que c'était limite pornographique. Enfin, ça m'a marqué ces messages-là où des gens disaient que j'étais quasiment nue parce que j'avais retiré un bout de tissu qui était sur ma tête. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Depuis, t'as avancé, t'as eu ce nouveau parcours, si je puis dire. Explique-nous un peu ce qui s'est passé depuis. Ah, il s'est passé beaucoup de choses, hein. Ça va faire presque 10 ans. Moi, j'ai évolué et puis c'est vrai que mon parcours prouve qu'on peut changer, qu'un être humain peut passer d'un extrême. Alors, je ne vais pas dire d'un extrême à l'autre parce que je lutte contre les extrêmes, justement. Et effectivement, j'aurais très bien pu dériver dans une autre forme d'extrémisme. Ça peut être un extrémisme à n'importe quel niveau, hein. Ça peut être politique, ça peut être religieux, ça peut être... Mais non, j'ai toujours tenu à rester
ce côté neutre ou un juste milieu, c'est-à-dire à tous les niveaux. Donc je me suis reconstruite, évidemment, parce que quand on sort de ça, c'est comme si on sortait d'une secte, en fait, hein. Moi, j'ai été coupée du monde pendant une dizaine d'années, j'ai été complètement embrigadée, endoctrinée, j'ai subi un lavage de cerveau, voilà, je n'avais pas de lien avec des personnes autres que des salafistes. Et après, donc la reconstruction a pris des années. Il a fallu, que je fasse des thérapies aussi, thérapie psy, que je m'engage aussi parce que c'était très important pour moi de m'engager justement dans des combats. Ça m'a aidé finalement à me reconstruire. Ça a donné un sens aussi à ma vie et je continue ces combats-là aujourd'hui qui me tiennent très à cœur, je peux dire que je suis passée, de l'islamisme, à l'humanisme. Alors au départ, je disais que j'étais passée de l'islamisme au féminisme parce que je défends, les droits des femmes. J'ai fondé une association justement pour aider les femmes à se reconstruire, que les femmes qui ont vécu un peu des parcours similaires, à se réinsérer dans la société, à les accompagner parce que quand on tombe là-dedans, dans l'islamisme, c'est très compliqué de trouver justement des soutiens parce que, on n'a pas trop confiance, en la société, aux personnes qui ne sont pas voilà, moi j'avais une très mauvaise image des gens qui étaient différents de moi et j'en avais peur aussi et donc moi j'ai fondé une association qui s'appelle Libératrice, qui a permis à des femmes de justement d'avoir bénéficié d'un accompagnement justement pour les femmes qui ont choisi de retirer le voile par exemple, des femmes qui ont été mariées de force, des femmes qui ont vécu cet enfer de la soumission, de l'islamisme, donc pendant plusieurs années. Donc ça fait presque 10 ans que cette association existe. On a un site internet, Libératrice, justement où on a des témoignages de femmes qui ont justement choisi de retirer le voile et de quitter, l'islamisme pour se réinsérer. Et puis, je suis passée, comme je dis toujours, de l'islamisme, à l'humanisme, parce qu'il s'avère que moi j'étais aussi, malheureusement quand je suis tombée dans l'islamisme, je suis devenue antisémite. Donc je suis passée de l'islamisme à l'humanisme. Depuis quelques années, je soutiens la communauté juive. J'ai fait des rencontres qui m'ont permis d'ouvrir les yeux justement parce que j'avais vraiment une haine contre les juifs. Je ne comprenais pas ce qui se passait, pourquoi on voyait des images d'enfants, de femmes en sang en Palestine. Et moi, ça m'a révoltée. Donc on m'a biberonné à l'antisémitisme, que ce soit dans cette doctrine-là, mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais malheureusement, nous, les personnes issues de l'immigration, notamment maghrébines, les musulmans, on est souvent manipulés justement pour avoir une haine des juifs, pour qu'on considère les juifs comme nos ennemis. Et moi, j'étais comme ça. Est-ce qu'il n'y a qu'une haine des juifs ou il y a aussi une haine de la France? En fait, alors déjà, il y a une haine des juifs parce qu'il faut savoir que nous, en fait, on utilise. Moi, j'ai compris avec les années parce que j'ai voulu justement écrire un livre. J'ai commencé à écrire un livre, mais j'ai pas trouvé d'éditeur malheureusement parce que c'est un sujet très délicat. Et donc les éditeurs ont peur malheureusement et c'est compliqué de trouver un éditeur quand on traite ce sujet-là. Mais je voulais justement écrire un sorte de guide pour raconter le parcours d'une ancienne antisémite, un peu un journal de comment j'ai réussi à guérir de l'antisémitisme avec ce qui a été le déclic, comment au fur et à mesure des années, j'ai réussi à comprendre que les juifs n'étaient pas nos ennemis et qu'au contraire, on était frères en humanité, que les juifs, que le vrai musulman considère le juif comme son frère en humanité, tout comme le chrétien, et que en fait, on est manipulé. Et c'est vrai que j'ai commencé à écrire justement, ça m'a aidé moi-même, c'est comme une thérapie parce que c'est un peu comme les alcooliques anonymes. C'est moi, j'étais une antisémite, j'ai guéri et j'ai envie d'aider les autres à en guérir parce que c'est pas facile. On est vraiment manipulé. On importe ce conflit en France justement pour manipuler les foules, pour manipuler les musulmans. Et non, en fait, moi, ce qui m'a aidé, c'est des rencontres avec des juifs qui m'ont tendu la main, qui m'ont appris que en fait. Non, en fait, on est tous des êtres humains et qu'effectivement, il y a un conflit qui nous échappe. On n'a pas tous les tenants, les aboutissants. C'est pas vraiment ce qui se passe là-bas, à part cette guerre médiatique avec des images, avec des vidéos. Et l'idée, c'est de dire, non, moi, je suis passée de l'antisémitisme à l'humanisme et aujourd'hui, je défends les juifs comme je peux défendre les musulmans, comme je peux défendre les chrétiens. Et tu défends aussi la France parce que tu es aussi tombé dans le patriotisme.
Exactement. Donc je le dis aussi, je suis passée de l'islamisme au patriotisme. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un parcours très riche parce que, bah oui, je suis tombée amoureuse de la France, puis finalement. Avant, je considérais que la France ne m'aimait pas, ne voulait pas de moi, je n'étais pas à ma place. Moi, je me cherchais, je ne savais pas qui j'étais, si j'étais musulmane, arabe, maghrébine, tunisienne, algérienne, française. Enfin, quand j'étais ado, j'étais vraiment en quête d'identité et c'est pour ça que j'étais fragile et que je suis tombée justement après un mariage forcé avec un salafiste. Je suis tombée dans l'islamisme, mais au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que je devais beaucoup à la France, je devais même tout à la France. Parce que finalement, si j'ai réussi à retirer le voile, si j'ai réussi à passer à la télé en direct en retirant le voile, si j'ai pu fonder une association, si j'ai pu m'exprimer sur les réseaux sociaux, dans les médias, bah, c'est grâce à la France, parce que la France, c'est le pays de la liberté d'expression. C'est le pays où une femme peut choisir de porter le voile ou de retirer le voile. C'est le pays où on est protégé, même si la France n'est pas parfaite. La France permet beaucoup de choses et on a cette chance-là, nous, femmes, d'être en France, contrairement aux femmes iraniennes en Afghanistan, où moi, j'aurais pu être lapidée depuis très longtemps, j'aurais pu être torturée, emprisonnée, voire assassinée parce que j'ai fait ce choix de retirer le voile. Moi, j'ai cette chance d'être en France et de pouvoir m'exprimer et je fais ça aussi au nom de toutes les femmes à travers le monde parce que je sais que beaucoup nous envient d'être en France. Est-ce que ça, dans la communauté maghrébine, en France, est-ce que ça, c'est un discours qui est majoritaire ou pas? Bah, le problème, c'est, je pense que beaucoup pensent la même chose. Malheureusement, beaucoup ont peur de s'exprimer parce que vous savez, il y a une pression. Moi, depuis un certain temps, quand je m'exprime sur les réseaux sociaux, je reçois énormément de messages en privé de personnes alors des commentaires, mais aussi des messages privés de personnes qui m'ont à plusieurs reprises soutenu et qui m'ont dit qu'ils pensaient exactement comme moi, mais que eux avaient peur de s'exprimer. J'ai reçu des messages d'hommes qui me disent que j'étais très courageuse, qu'ils me trouvent vraiment inspirante et qu'ils pensent exactement la même chose, mais ils ont peur de s'exprimer parce qu'ils ont peur des menaces. Il y a une vraie pression. Il y a aussi comment dire, ce chantage un peu à la victimisation. En fait, on fait passer les musulmans pour des victimes, notamment bah, l'extrême gauche, en disant vous êtes victime des méchants racistes français, et donc on entretient cette forme de victimisation au racisme, à l'islamophobie. Et on préfère voir les musulmans victimes plutôt que des musulmans responsables, des musulmans patriotes. Pourquoi ? Parce que c'est par intérêt électoraliste, tout simplement, parce qu'il y a de plus en plus de musulmans en France. C'est une communauté qui compte de plus en plus au niveau électoral. Et donc, forcément, ces gens-là ont besoin de cet électorat. Donc, on va les brosser dans le sens du poil, mais en les victimisant, en leur disant c'est nous, votre solution, c'est nous, il faut voter pour nous parce que vous êtes les victimes des méchants français racistes. Mais c'est faux, c'est de la manipulation. Est-ce que les gens d'origine maghrébine ou les musulmans français, ils adhèrent à ce discours de l'extrême gauche et ils croient dans ce discours de l'extrême gauche? Et en effet, est-ce ils pensent qu'en France, on est raciste, islamophobe, etc.? Oui, parce que le problème, c'est que la vie est dure. En France, la vie est de plus en plus dure, malheureusement, sur le plan économique, mais ça, etc. C'est partout, je pense. Hein. Mais oui, et le problème, c'est que, effectivement, pour les banlieues, les gens des banlieues, c'est pas facile. Mais donc, on va leur dire c'est parce que si vous trouvez pas de travail, c'est à cause de votre couleur de peau, c'est parce que vous êtes des banlieues, c'est parce que vous êtes musulmans. Et en fait, on les victimise et on leur donne toutes les les excuses pour ne pas s'en sortir. Oui, alors qu'en fait, la vraie réalité, c'est qu'en France, tout est possible. En France, si quelqu'un veut réussir, il doit se battre, il doit trouver des solutions. On a la possibilité de faire des formations, on a des possibilités de lancer des entreprises. Il y a énormément de solutions en France. Et c'est vrai que le truc, c'est que à un moment donné, c'est soit tu restes une victime, soit tu te responsabilises et tu trouves des solutions pour t'en sortir. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours pris mes responsabilités. Je me suis toujours battue pour m'en sortir. Quand on me ferme une porte, je vais frapper à d'autres portes. Et le problème, c'est que on préfère garder cette communauté, les gens des banlieues, sous cloche, en leur disant vous êtes malheureux, vous êtes victime de racisme, mais nous, on va vous aider, alors que c'est totalement faux. C'est simplement pour manipuler à des fins électoralistes.
Et en France, en fait, moi, ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai croisé des gens qui ont vraiment réussi, des gens qui viennent des banlieues, des gens qui sont partis de rien et qui sont des vraies réussites. Et malheureusement, ces gens-là, on les met pas en valeur, on les valorise pas, on les voit jamais, on les entend jamais. Mais il y a beaucoup plus de gens en France qui aiment la France qu'on le croit, des gens issus de la diversité, justement, qui aiment la France, qui se réveillent tous les matins pour faire avancer ce pays. Des pompiers, des fonctionnaires de police, des gens dans l'armée, Oui, parce qu'il des y a quand infirmières. même, malgré tout, il faut se dire les choses. Il y a deux images, c'est-à-dire qu'il y a l'image des gens issus de la diversité, eux qui se disent voilà, la France est raciste, islamophobe, etc. Et il y a l'image du blanc qui se dit eux, ils n'aiment pas la France. C'est comme ça, hein, il faut se dire les choses. C'est ça. 90% des blancs de ce pays, même ils le diront jamais vraiment publiquement, ils se disent dans leur tête, ces gens n'aiment pas la France. Et d'ailleurs, on le voit dans Paris, et c'est très prégnant. J'ai fait l'expérience avec un média japonais à l'époque, qui était venu me suivre à l'époque de l'élection de Macron, dans le 18e arrondissement. Et j'expliquais comment le 18e arrondissement était sociologiquement coupé en deux. Il y a le 18e diversité, Château-Rouge, etc. Et il se trouve que Château-Rouge-Barbès, il y a une rue qui est la rue Custine qui mène vers Montmartre, Caulaincourt, c'est-à-dire le quartier privilégié. Dans le quartier privilégié, c'est 200 mètres. Hein. Il y a comme une frontière invisible. J'y étais il n'y a pas longtemps. Et j'ai été marqué. Et donc tu connais, t'as compris. Ouais. Et donc t'as un coin, Caulaincourt, il n'y a que des blancs, voilà, que des blancs, bobos, machin, ils votent à gauche et tout. Très bien. Et je leur ai montré, je leur ai dit voilà, messieurs les Japonais, regardez, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des gens qui sont de couleur blanche. Ah oui, oui, oui. Eh ben venez, on prend cette rue, on va aller et on va faire 200 mètres. On a fait 200 mètres, Château-Rouge. C'était, tu trouves que Château-Rouge, c'est le quartier africain, il n'y avait que des noirs. Et donc, du coup, déjà, c'était une autre ambiance et ils ont halluciné. Et en fait, il y a cette frontière invisible qui fait que des blancs n'iront pas à Château-Rouge et des Château-Rouge, des noirs n'iront pas à Caulaincourt. Et donc, parce que les uns pensent que les autres les détestent et les autres pensent que les autres les détestent. C'est ça. C'est ça, hein? C'est ça, complètement. C'est la vraie fracture. Mais ouais, et le problème, c'est que s'il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas se comprendre. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit que les gens se radicalisent, les discours sont de plus en plus extrémistes, de plus en plus violents. On banalise justement la haine. En fait, on pousse à la division, c'est-à-dire qu'on veut monter les communautés les unes contre les autres. Et l'extrême droite a une énorme responsabilité là-dedans, parce qu'effectivement, c'est pour ça que je dis ils sont très dangereux, parce qu'effectivement, ça les arrange bien. C'est qui l'extrême droite pour toi? L'extrême gauche, je parle de l'extrême gauche. T'as dit l'extrême droite. Non, c'est un lapsus. Ah, d'accord. Je considère aujourd'hui l'extrême... alors, je dis pas que l'extrême droite ne sont pas dangereux, bien évidemment. Le problème avec l'extrême droite, c'est que moi-même, j'en ai été victime de gens identitaires, racistes, entre guillemets. D'accord. Je considère pas que tous les Français blancs sont racistes. Hein. Je sais qu'il y a une minorité de gens qui sont un peu débiles, qui sont pas capables d'aller voir plus loin que le bout de leur nez, et qui considèrent toutes les personnes issues de l'immigration comme des je sais pas, des parasites, des gens qui sont là pour envahir le pays, des gens qui sont, ils ont une haine, et ils mettent tout le monde dans le même panier, c'est-à-dire qu'ils vont mettre autant des petites racailles de banlieue qui vont brûler des voitures avec des gens, des infirmières qui se réveillent tous les matins pour aller travailler à l'hôpital, qui sont algériennes, qui sont marocaines, qui sont africaines. Les femmes de ménage. Donc, ils vont avoir cette haine contre l'autre, contre l'étranger, contre celui qui est noir ou qui est marron ou qui a une autre couleur de peau, parce qu'ils ne sont pas capables de réfléchir, de faire la part des choses, c'est-à-dire qu'ils mettent vraiment tout le monde dans le même sac. Et avec ces gens, tu ne peux pas discuter, parce que c'est comme ça, c'est pas autrement, et donc ça ne sert à rien. Maintenant, de l'autre côté, c'est pareil. Vous avez des gens qui sont issus de l'immigration, qui ont une haine contre le blanc, parce que le blanc, il est au-dessus des autres, le blanc, il a des avantages que nous, on n'a pas. Donc, et cette haine-là, elle est entretenue, elle est entretenue par les gens de l'extrême gauche. Hein, c'est pour ça que je dis qu'ils sont extrêmement dangereux, voire plus dangereux que les gens de l'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui utilisent déjà le conflit en Palestine, qui ont une haine contre la France, en fait, et qui utilisent ce conflit justement pour pousser aux tensions, pousser aux divisions, pour nous monter les uns contre les autres. Et c'est ces gens-là qu'il faut combattre.
parce que leurs idées sont très dangereuses pour notre pays, parce qu'ils mettent notre pays, Ils créent la division, quoi. Exactement. Et moi, c'est ce que je combats, en fait. Et c'est pour ça que j'ai choisi, moi, de lancer une nouvelle association il y a quelque temps. Bah tiens, parle-nous-en de cette association. Alors, cette association, ça fait des années que j'y pense, parce que je me suis dit, à un moment donné, les gens ne s'écoutent plus, les gens ne se parlent plus, les gens ont peur les uns des autres, les communautés se divisent, juifs contre musulmans, étrangers contre blancs. Enfin, à un moment donné, ça part dans tous les sens. Je suis inquiète pour mon pays. Et donc, moi, je suis une femme de combat et d'engagement. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, pendant des années, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour mon pays. Il faut que je lance une association où on va pouvoir réunir tout le monde. Toutes les personnes qui sont de bonne foi, toutes les personnes qui aiment la France, toutes les personnes qui ont envie d'être entendues, les gens qu'on n'entend jamais dans les médias, parce que souvent dans les médias, on voit toujours ce qui va mal, on voit toujours les trucs parce que ça vend, quoi, ça fait vendre, les gens, la violence, les meurtres, parce qu'effectivement, le pays est de plus en plus, malheureusement, on est... les crimes sont en constante augmentation, les viols, etc. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, moi, j'aimerais bien qu'on mette en avant le positif. Le positif, c'est quoi ? C'est toutes les personnes qui sont issues de l'immigration ou non, qui sont des vraies réussites, qui sont des modèles pour ce pays. Parce qu'aujourd'hui, on ne les voit pas. Clairement, dans les médias, sur les réseaux sociaux, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Mais pourtant, ils sont plus nombreux. Ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est la minorité. Ce sont ces petites racailles qui viennent brûler des voitures, par exemple, après la victoire du PSG. Ces jeunes qui ne connaissent pas la France, qui n'aiment pas la France, qui rejettent la France et qui n'ont pas compris la valeur de ce pays, qui n'ont pas compris les valeurs républicaines. Et ces gens qu'il faut éduquer, en fait, parce qu'ils n'ont aucune éducation citoyenne. Et donc, je me suis dit à un moment donné, je vais lancer une association qui s'appelle Les Patriotes de la Diversité. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de fédérer toutes les personnes de la diversité, et pas seulement les personnes issues de l'immigration, mais aussi les Français de souche. Pourquoi ? Parce que moi, on m'a dit, nous, Français blancs, on ne se sent pas entendus, on a peur. Et on voit bien qu'il y a de plus en plus d'actes anti-chrétiens, de racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc, c'est un tabou, mais c'est vraiment... c'est là, en fait. C'est en constante augmentation. On voit bien ce qui s'est passé à Crépol, on voit bien ce qui se passe à différents endroits. Et au niveau de l'immigration, effectivement, il y a, moi, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui sont issues de l'immigration, mais qui aiment la France et qui me disent, moi, j'aime la France, mais j'ai peur de l'exprimer. J'aime la France, mais j'ai peur de sortir un drapeau français. Parce que dès qu'on sort un drapeau français, on est taxé de facho, d'extrême droite. Et donc, je me suis dit, pourquoi j'appelle les patriotes de la diversité ? Parce que je me suis dit, déjà, les patriotes, le patriotisme, c'est pas réservé aux gens de l'extrême droite. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que le drapeau français leur appartient, que le terme patriote leur appartient, qu'il ne faut pas d'étrangers et qu'on veut voir que des blancs. Donc, je me suis dit, il faut se réapproprier ce terme, le terme patriote. Il faut en être fier. Et même si on est noir, même si on est arabe, même si on est maghrébin, on a le droit de se dire patriote. C'est une fierté d'être patriote. C'est une fierté d'être français. Et diversité, c'est pareil. Le terme diversité, en fait, il est dévoyé. Il est utilisé par l'extrême gauche, qui pensent que ce sont eux qui sont les porte-parole des gens issus de la diversité, c'est-à-dire entre guillemets de l'immigration. Donc, effectivement, c'est un électorat de plus en plus important, puisqu'on sait que l'immigration est quand même en constante augmentation depuis des années, que la population musulmane est en constante augmentation et que dans quelques années, ils vont être vraiment nombreux et peser de plus en plus sur la balance électorale. Donc forcément, l'extrême gauche utilise le terme diversité pour manipuler justement ces populations. Voilà. Mais est-ce que ces gens de la diversité sont conquis un peu par l'extrême gauche ? Parce que moi, je me rappelle, à une époque, Besancenot voulait faire diversité aussi. Et en fait, il n'avait pas le langage. Et donc, du coup, ça passait pas du tout. Parce que, moi... Vous savez tous, je suis à Saint-Ouen, j'ai milité dans le 93, donc je connais bien un peu les problématiques.
Et en effet, l'extrême gauche, quand ils voient ces jeunes, ce qu'ils appellent les jeunes des banlieues, comme l'extrême gauche, c'est que des blancs, hein, faut dire les choses, ils n'arrivent pas à se fondre dans le moule. Ouais. Même si je remarque aujourd'hui, d'ailleurs, je suis à Saint-Ouen où mon maire, c'est Karim Bouamrane, c'est un ancien socialiste, un ancien communiste d'abord, mais après socialiste. Même si je remarque de plus en plus de ces Français d'origine maghrébine ou africaine, en tout cas en Seine-Saint-Denis, arrivent à prendre des mairies, voilà, à Saint-Ouen, l'île Saint-Denis aussi, je crois qu'il s'appelle Camara, le maire. Enfin bref, à Stein aussi, voilà, de plus en plus la diversité arrive pour le coup à gagner des communes. Mais voilà, est-ce que le discours de l'extrême gauche, de ces blancs d'extrême gauche, profil Besancenot, arrive quand même à atteindre les cœurs, si je puis dire, de ces jeunes? Oui, oui, bien sûr, c'est normal parce que déjà, ils ont. Enfin, quand je dis oui, bon, bah, il les victimise. Donc, déjà, quand tu victimises une personne, bah, forcément, tu la mets en confiance, tu lui donnes de l'espoir. Donc, ces jeunes-là, comme. Voilà, ils sont un peu. Ils sont pas très expérimentés, ils n'ont pas trop la notion justement de toutes ces techniques de manipulation, etc. Il y a en plus bah, ce conflit justement en permanence où on est abreuvé d'images concernant le conflit israélo-palestinien. Donc on utilise quelque part le drapeau palestinien aussi contre, bah, pour manipuler en fait cette jeunesse. Et oui, oui, ça marche, ça fonctionne parce que ils s'accrochent à ceux qui leur tendent la main. Et ceux qui leur tendent la main, c'est surtout ces gens-là, mais pour leurs intérêts propres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nouvelle génération des moins de 25 ans, c'est bizarre parce que moi, à l'époque, dans ma génération, bon, j'en ai 44 aujourd'hui, donc je suis plus un jeune, mais à l'époque, quand moi j'avais 25 ans, ce qu'on appelait diversité, ils n'étaient pas manipulables comme ça. Et je remarque que aujourd'hui, les moins de 25 ans le sont beaucoup plus facilement, visiblement. Ouais. Bah oui, et parce que déjà nous à l'époque, enfin nous on est la deuxième génération où à l'école. C'est-à-dire que toi, par exemple, si t'avais un gars d'extrême gauche, enfin, j'imagine que ta génération, quand il y avait un gars d'extrême gauche qui disait oui, Palestine, machin, enfin oui, on est là pour t'aider et tout, ça passait pas aussi facilement. En fait, si, moi j'ai été manipulée, moi j'étais. Oui, mais toi, j'allais dans les manifs. Oui, mais pas par les blancs, si. Comment? T'étais pas manipulé par l'extrême gauche. Non, j'ai été manipulée par des personnes de ma communauté qui sont pro-palestiniens, qui sont anti-sionistes. Mais là, aujourd'hui, les jeunes sont manipulés par des blancs d'extrême gauche, quoi. Ouais, bien sûr. C'est ça le différentiel. C'est exact. Mais voilà, nous à l'époque, on avait quand même, je veux dire, on avait des cours d'éducation civique à l'école. On avait, je veux dire, à l'école, c'était très différent aussi parce qu'aujourd'hui, je peux pas dire qu'il y a vraiment au niveau du programme scolaire, c'est quand même limité sur l'éducation citoyenne. Alors que ça devrait être quelque chose de pris beaucoup plus au sérieux. L'éducation citoyenne, c'est apprendre à nos jeunes à aimer la France, c'est leur apprendre ce que c'est la laïcité, c'est leur parler de faits historiques. Aujourd'hui, on culpabilise, en fait, on fait culpabiliser les Français à cause du passé colonialiste. Donc, le colonialisme, comme quoi les Français, ils n'avaient qu'à pas aller en Afrique, ils n'avaient qu'à pas aller dans les pays du Maghreb. Maintenant, on va prendre notre revanche. Et il y a cet esprit revanchard aussi. Revanchard. Oui, cet esprit revanchard et puis cette culpabilisation permanente du français parce que on le pointe du doigt en disant alors qu'ils ils y sont pour rien. Je veux dire, si dans le passé il y a eu, tout le monde a colonisé tout le monde. Je veux dire, l'esclavagisme, il n'y a pas pire esclavagiste que les Arabes. Les Arabes, je veux dire, la France est venue, elle a mis un terme à l'esclavagisme dans certains pays du Maghreb, etc. Il y a des avantages aussi à avoir reçu. La France, c'est pas le monstre, le colonisateur et tout ça, c'est vraiment des manipulations dans les esprits des jeunes. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça fait des ravages. Parce que vous avez des gens, des influenceurs sur les réseaux, sur TikTok, qui vont manipuler ces jeunes-là. Et je pense que les réseaux ont une part importante là-dedans. Moi, je vais te dire une chose. Là où tu as totalement raison. C'est que, tu sais que moi, je fais aussi des reportages terrain. Et quand je dois trouver des témoins pour parler, c'est de plus en plus compliqué avec les jeunes. Et tu sais pourquoi? Parce que les moins de 25 ans, je te jure, c'est vrai, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient maghrébins, asiatiques, ce que tu veux, ont de moins en moins de vocabulaire. Ouais.
Bah Et oui. alors, et ils ne peuvent plus me dire autre chose que ah oui, je pense. Et là, ça ne dépasse pas ça, quoi. Ouais. Et ils n'ont pas de pensée. Je veux dire, une réponse, c'est 10 secondes. Hein. Ah oui, Et oui, si je n'arrive mais pas à relancer, je peux poser. Si je pose 10 questions, ça va durer 1 minute 30. ah oui, non, mais de toute façon, c'est une génération sacrifiée intellectuellement. C'est une génération vidéo TikTok. Moi, j'ai vu des vidéos TikTok où il y a des influenceurs qui demandent à des jeunes dans la rue, est-ce que tu connais la Marseillaise? Est-ce que tu connais les valeurs de la République? Qu'est-ce que c'est? Ils savent pas répondre. Est-ce que tu sais, ils vont le donner un nom d'un personnage historique français, ils vont pas être capables de... Et c'est vraiment, c'est ce que j'appelle une génération sacrifiée intellectuellement. C'est-à-dire que ces gens-là, ces gamins-là, ils sont nourris, ils sont éduqués par les réseaux sociaux, par les vidéos TikTok, et manipulables, forcément, Bien sûr. parce que, comme on dit, le savoir est une arme. Donc, si tu veux affronter le monde, si tu veux connaître, comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut aussi connaître le passé. C'est vrai. Et pour ça, on a besoin d'éduquer nos jeunes. Et c'est vrai qu'il y a vraiment que, moi je le dis, hein, au niveau de l'éducation nationale, c'est pas à la hauteur, malheureusement. Et tu sais, j'ai revu des images des années 70 de l'INA où le journaliste suivait des jeunes maghrébins. Des années 70, hein, c'est-à-dire que des gars qui ont aujourd'hui, je sais pas moi, peut-être 60 ans. Et ben, les mecs, ils parlaient mieux que des gars d'HEC, enfin qui sortent d'HEC aujourd'hui, hein, mais vraiment. Hein. Et tu sens quand même un différentiel de niveau, d'intellect entre les générations. C'est à se demander si en effet l'État ne fait pas exprès de rendre les nouvelles générations bêtes afin de les manipuler, de les contrôler et de Mais garder oui, le pouvoir. mais oui, et puis il faut le dire aussi, TikTok fait des ravages. En Chine, sur TikTok, vous n'avez pas du tout les mêmes vidéos qu'il y a en France ou aux États-Unis. En Chine, ce sont des vidéos qui sont surtout éducatives pour les jeunes. C'est vraiment surveillé, c'est contrôlé, etc. Alors que on a l'impression, en France, bah, ça part dans tous les sens. C'est la culture de la médiocrité, c'est la culture de la bêtise. C'est voilà, et on est en train de vider les esprits, et ça fait des dégâts. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je trouve que vraiment, il y a des choses à faire pour essayer d'éduquer nos jeunes. Et moi, c'est ce que je souhaite faire avec l'association que j'ai fondée. Justement, l'idée, c'est déjà de rassembler. L'idée des patriotes de la diversité, c'est de rassembler toutes les personnes, peu importe leurs origines, leur religion, leur milieu social, c'est de rassembler. Parce qu'aujourd'hui, on nous divise. Et donc, il est urgent de rassembler. Moi, je veux que cette association soit un trait d'union entre ce drapeau français, entre notre pays et ses habitants. Voilà, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur couleur de peau, l'idée, c'est qu'on soit ensemble. Voilà. Mais quand tu dis qu'ils nous divisent, c'est-à-dire que quelles pourraient en être les conséquences de cette division? Qu'est-ce qui pourrait se passer si rien, si des gens comme toi ne prennent pas tout ça en main? Ne dit-on pas diviser pour mieux régner? Justement, c'est ce qui permet à ces gens de gagner des élections, parce que diviser pour mieux régner, voilà, c'est à partir du moment où les gens sont rassemblés, les gens où sont ensemble, bah, ils sont plus forts. Les gens peuvent se faire entendre, et c'est pour ça que avec cette association, moi je souhaitais aussi défendre les valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité, la laïcité. La diversité, c'est une force. C'est pas au contraire. Moi, j'ai reçu des centaines de messages de gens de toute la France quand on a lancé l'association le début juin. J'ai reçu des messages de gens qui sont franco-japonais, franco-mexicains, franco-algériens, mais je m'attendais pas à ça. Et on m'a dit, on ne croit plus aux partis politiques, on n'y croit plus. On croit à votre association, on croit aux patriotes de la diversité. Comment peut-on s'engager? Comment vous aider? Parce que on sent qu'il y a une attente, on sent que les gens attendent quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Ils ont envie de garder espoir, ils ont envie de reprendre confiance, justement. Mais confiance en qui? Parce que c'est compliqué aujourd'hui avec ce qui se passe. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse se fédérer, qu'on puisse se rassembler et réunir nos forces pour agir, pour œuvrer, pour défendre, par exemple, des victimes. C'est aussi un des objectifs de l'association, c'est de défendre, par exemple, des victimes de racisme anti-blanc, des victimes d'antisémitisme. Ça peut être aussi des musulmans qui vont être victimes parce que, effectivement, il y a aussi de la haine anti-musulman. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire des actions, d'aider nos jeunes, d'éduquer nos jeunes, de faire des conférences pour expliquer justement pourquoi c'est important de défendre ce pays, pourquoi ce drapeau est important, enfin, il y a un tas de choses à faire. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut se structurer, il faut s'organiser. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette association. Mais tu sais, la division, bon, elle permet
dans un premier temps, c'est vrai, un pouvoir de régner, ça c'est une évidence. Mais après, je pense que ça va tellement loin que ça va échapper au pouvoir. Moi, j'ai peur que dans les 10-15 ans, aidé aussi par la crise économique, parce que ça va pas, économiquement, on va pas revenir au top avant au moins 5 ans, si c'est pas plus, hein, surtout avec les gens qui a à la tête de notre pays. J'ai peur qu'on tombe sur une guerre civile. Je sais pas si tu as cette même crainte. Tu n'es pas le seul. Je veux dire, moi, je l'entends très souvent et même moi-même, j'y ai pensé parce qu'à un moment donné, les tensions, à un moment donné, déjà, les gens n'en peuvent plus. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, alors on essaie de trouver des fautifs. On va dire, bon, voilà, effectivement, il y a un problème. On va pas se mentir, il y a un vrai problème aussi d'insécurité qui est lié à l'immigration. On va pas se mentir. Je veux dire, moi-même, je suis issue de l'immigration. Je suis pas contente quand je vois des gens qui viennent de pays du Maghreb ou d'autres pays à peine débarqués, ou même des Afghans. Je veux dire, des gens qui viennent d'Afghanistan ou même de Palestine qui violent des femmes. Quelques semaines après leur arrivée sur le territoire, qui violent des femmes. Donc à un moment donné, oui, je comprends, on a le droit de s'inquiéter. La France a été victime d'actes terroristes liés à l'islamisme. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi comprendre la peur des Français blancs qui ont peur de l'étranger. Mais comment on fait? À un moment donné, il faut aussi parler pour mieux se comprendre. Il faut aussi peut-être se renseigner, s'informer sur ce qui se passe. Tu as raison de le dire, parce que tu as parlé d'identitaire tout à l'heure. Identitaire prône la remigration. Et il faut se dire aux gens, en tout cas, tant que le régime est démocratique, la remigration n'arrivera pas. Il n'y aura pas de remigration. Ça veut dire que ceux qui sont d'origine maghrébine, subsaharienne, je sais pas moi, congolaise, ce que vous voulez, ne partiront pas. En tout cas, ceux qui sont nés ici. Ouais. C'est une réalité. C'est clair. Et ça veut dire qu'il faut faire avec. Et faire avec, ça veut dire déjà trouver, pour moi, les choses sont simples, trouver les personnes de bonne foi qui sont justement issues de l'immigration. Hein, travailler ensemble avec ça peut être des Français de souche. Qu'est-ce que c'est être Français de souche? D'abord, on a tous des origines. Moi, je connais des blancs, blonds, bleus, aux yeux bleus, qui ont des origines polonaises. Et quand tu les vois, tu as l'impression que c'est des Français de souche, alors qu'il va te dire, bah non, moi, par exemple, le parrain de notre association, c'est Bernard de la Villardière. Et Bernard, quand je lui ai parlé la première fois de l'association Les Patriotes de la Diversité, il m'a regardé, il m'a dit, mais Enda, je suis un patriote de la diversité. Je lui dis, comment ça? Ben, il me dit, j'ai des origines argentines. Je suis franco-argentin. Je dis, mais je ne savais pas. Il me dit, ben voilà. Et il me dit, il y a plus de gens qui ont des origines que tu l'imagines. Donc, qu'est-ce que c'est être issu de la diversité? Et tout de suite, il a proposé je lui ai proposé d'être le parrain de l'association. Il a tout de suite accepté. Bernard de la Villardière. Tout à fait. Oh, c'est le parrain de l'association. Et il a même expliqué sur CNews qu'il souhaitait s'investir dans cette association quand il sera à la retraite, parce que ça le tient très à cœur aussi de dialoguer avec les jeunes issus des banlieues, justement, pour leur faire comprendre que la France ne les rejette pas, que la France les aime, que la France a besoin de tous ses enfants. Et donc c'est pour ça qu'on travaille depuis plusieurs mois dans ce sens avec mon ami Ben le Patriote, qui est un influenceur très suivi, très populaire sur les réseaux sociaux, avec Guy Courtois aussi. Ce sont les cofondateurs de l'association. Et là, notre objectif, c'est vraiment de rassembler un maximum de monde pour justement se faire entendre. Et donc demain, à 14h, à la place de la République, vous organisez l'association un grand rassemblement. Parle-nous-en, tiens. Alors, en fait, ce qui s'est passé, je vais raconter l'histoire. On est parti le 17 septembre, place de la République, avec Ben le Patriote. Et je l'ai filmé. On a fait une vidéo parce qu'on a été choqués de voir les tags sur le monument. Il y avait le drapeau palestinien, il y avait des Free Gaza. Enfin, moi, j'en revenais pas, lui non plus. Et donc, on s'est dit, on va faire une vidéo parce que Ben était en colère comme moi. Et donc, je l'ai filmé. À partir de là, il a fait une vidéo où il a expliqué que c'était vraiment honteux, qu'il était choqué, que c'était pas normal, que en fait, c'était que les gens manifestent en France pour la grève et que on nous importe un conflit étranger qui n'a pas lieu d'être en France et on n'a pas à taguer nos monuments avec des Free Gaza, quoi. Bien sûr, mais après, t'as des gens qui sont de bonne foi qui te disent oui, mais vous comprenez quand même,
je prends leurs mots, hein. Y a un génocide là-bas. Alors, voilà. oui, tout ça, on le comprend. Mais je vais te raconter Vas-y, la vas-y. suite de l'histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a filmé, moi, j'ai fait une petite vidéo en disant, ici, c'est la France. J'ai pris le drapeau français et j'ai dit, ici, c'est la France, vive la France. Voilà, parce que moi, j'étais pas contente par rapport à ces tags sur nos monuments. Et c'est pas le seul monument Ah, c'est où on vrai. tag des Faut pas taguer frigazas. sur les monuments. Voilà. Donc, à partir du moment où on a fait la vidéo, il y a des gens qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, faites attention, vous avez été repérés par des pro-palestiniens qui viennent manifester. Ils sont arrivés par centaines. Et on nous a dit, vous allez vous faire agresser, il faut partir. Donc, on est parti. Attends. Ça veut dire que t'as mis un drapeau. Et donc tout de suite, la République là s'est soulevée pour On venir s'est fait vous friter, insulter. quoi. Alors déjà, il y a une femme qui est passée en vélo qui nous a insultés. D'accord. Qui nous a insultés à cause du drapeau français. Je ne vais pas répéter les insultes, D'accord. mais compris. moi j'étais scotchée parce qu'on sort le drapeau français, on se fait insulter. Et ensuite, on nous a dit il faut partir parce que vous allez vous faire agresser. Donc on a dû partir, moi et Ben, parce qu'on était les seuls avec nos drapeaux français. Et il y a des centaines de gens qui sont arrivés avec des drapeaux palestiniens qui étaient prêts à en découdre. Donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on défende, bien évidemment que je suis contre ce qui se passe. Évidemment que c'est très grave et qu'il y a vraiment. J'ai le cœur meurtri, bien évidemment. On est des êtres humains. On ne peut pas se réjouir de voir des femmes, des enfants, des innocents mourir sous les bombardements, mais c'est une guerre. C'est une guerre. Et moi, je ne veux pas qu'on importe cette guerre en France parce qu'on a assez de problèmes comme ça en France à un moment donné. Il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser dans d'autres pays. Hein. Là-bas, on ne maîtrise pas tout. Il y a une véritable propagande, une guerre des médias. Il y a des manipulations de tous les côtés. On ne va pas se mentir, on le sait. C'est normal, c'est le jeu. Mais à un moment donné, moi, ce qui m'intéresse, c'est mon pays, c'est la France, c'est mon peuple. Et j'estime que mon peuple passe avant, c'est tout. Donc, à partir du moment où on a fait la vidéo, on est parti. Parce qu'effectivement, on a été menacé. Et la vidéo, elle a fait des millions de vues. C'est-à-dire qu'en quelques jours, elle a atteint 10 millions de vues, la vidéo de Ben le Patriote. Et donc, Ben, dans la vidéo, il a dit, moi, ce que je veux plus voir ces drapeaux sur nos monuments, des drapeaux Free Gaza, Palestine. Je veux des drapeaux français. Je veux qu'on se réunisse, qu'on vienne sur cette place avec des grands drapeaux et qu'on soit très nombreux. Et c'est ce qui s'est passé puisqu'on a lancé cette journée justement de rassemblement. On a décidé que ça se ferait le 12 octobre. On a organisé ça évidemment avec l'association Les Patriotes de la Diversité, mais très rapidement, il y a des citoyens qui nous ont rejoints, mais aussi des influenceurs. Et il y a un collectif d'influenceurs qui s'est créé, avec des influenceurs très connus, très suivis sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Il y a par exemple un influenceur qui s'appelle Monsieur Grise, il y a Monsieur Kev Grise le français, Monsieur Kev, des jeunes qui sont très suivis et qui ont fait des vidéos. Des jeunes, la nouvelle génération, voilà, c'est ça. qui est sont connue très auprès des suivis. jeunes. Voilà. Moi, je connais pas trop les influenceurs, donc c'est vrai que Ben a organisé avec ces jeunes influenceurs justement ce collectif où ils ont fait des vidéos. Eux, ils se sont organisés pour affréter. Il y a aussi des cars, des gens qui vont venir du sud de la France pour nous rejoindre le 12. Donc ça veut dire que demain, la République sera à 14h, ce sera rempli, quoi. On espère, mais en tout cas, voilà, ils ont fait les choses. On a enregistré en préfecture, on a fait la déclaration de rassemblement avec l'association Les Patriotes de la Diversité et le collectif d'influenceurs a fait la même chose de leur côté. Et l'idée, c'est qu'on soit nombreux, qu'on se rassemble, qu'on soit tous ensemble. Et on a aussi décidé de retirer notre logo des Patriotes de la Diversité pour communiquer sur ce rassemblement sur les réseaux sociaux parce qu'on s'est dit on veut pas que les gens pensent qu'on veut faire de la récupération ou que on veut pas imposer notre logo et notre association. L'idée, c'est que ce soit vraiment un mouvement libre de citoyens. Donc, on s'est tous mis d'accord pour retirer notre logo et dire, voilà, vous êtes libres de venir, vous pouvez venir, même les associations peuvent venir, même des gens qui font partie d'autres partis politiques peuvent venir. C'est vraiment ouvert à tout le monde sans aucune distinction. Donc demain, 14h, place de la République. On va passer à la seconde partie de l'émission. On va continuer avec notre ami Enda Ayari. Mais on passe le bobino. Je reçois énormément de commentaires. Bon, je ne sais pas si je pourrais tous les lire parce que je reçois tellement là ce matin. Visiblement, vous êtes assez sensible à ce que dit notre invité Enda Ayari. Voilà, le bobino, c'est fait pour que voilà, vous souteniez Radio Courtoisie, une radio libre qui refuse les annonceurs. Pourquoi on les refuse? Parce que les annonceurs, c'est-à-dire la publicité, c'est-à-dire les grandes marques, eh ben, vous imposent une ligne éditoriale. C'est vous les patrons, c'est vous qui soutenez
la chaîne, c'est vous qui êtes propriétaire de Radio Courtoisie, donc vous en êtes les rédacteurs, si je puis dire. Donc continuez ainsi. Ah, alors j'ai des gens qui appellent. Pourquoi ces gens viennent-ils en France en quittant leur pays d'origine alors qu'ils sont les enfants de ceux qui ont réclamé l'indépendance? Oui, mais Enda et Harry n'a pas réclamé l'indépendance. Ce sont les parents, enfin. Alors moi, mon père, il est d'origine algérienne, de Constantine, et il a choisi la France. Donc il voulait l'Algérie française. Il a choisi la France et c'est un militaire, et c'est un ancien militaire. C'est Harki. Il est Harki, ouais, tout à fait. Donc il a rejoint la France. Tu t'es fille d'Harki. Moi, je suis fille de Harki. Mon père, déjà. Voilà, mon père, il a plusieurs médailles. Il a vraiment combattu pour la France et il a atterri en France. Il a épousé ma mère qui est d'origine tunisienne, qui est arrivée en 75, et moi je suis née en 76. En Normandie. Du coup, tu viens de me dire quelque chose et je voulais rendre hommage à quelqu'un qui m'était très cher et qui nous a quittés, que tu connais toi aussi. D'ailleurs, ça me met un peu d'émotion. C'est mon amie Fatia. Tu te rappelles d'elle, Fatia Boyer, qui était aussi fille de Harki et qui, bon, voilà. Donc je la salue et je sais que là où elle est, elle nous regarde. Et à son âme. Pourquoi entretenez-vous vous-même l'imposture de la confusion entre la France et la République? La République n'est pas la France. Oui, on le sait. J'en parle toutes les semaines, vous le savez. Bon, bref. Bonjour, la racine du mal est à l'école avec le contenu de l'enseignement dispensé. Tant que ça ne changera pas, toutes les nouvelles générations arriveront avec des certitudes erronées. Il faut donc développer une nouvelle école pour l'avenir, car pour nos générations, le mal est déjà fait. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vrai, hein. C'est, on rend... Enfin, moi, je vois la nouvelle génération des professeurs qui ont 25-30 ans, qui sont pris en main eux-mêmes par l'extrême gauche, qui sont syndicalisés à fond et qui disent des choses, qui enseignent des choses, c'est hallucinant, quoi. Comment faire pour changer ça? C'est très inquiétant. Bah, nous, on n'a pas tous les pouvoirs, malheureusement. C'est aussi au peuple de réfléchir et de donner le pouvoir à des gens plus responsables et qui ont un peu plus à cœur l'intérêt de notre pays et de notre peuple. C'est aussi simple que ça, mais à un moment donné, on peut pas, voter comme ça parce qu'un homme est beau, il a un beau costume, il est brillant, et puis se dire, voilà, on va voter pour lui, puis en fait, après, se plaindre parce que le résultat est catastrophique. Il y a aussi une responsabilité du peuple. On peut pas dire aussi que les Français sont pas responsables, quelque part. Vous êtes responsables des choix de vos votes, hein. Donc, c'est aussi à eux de réfléchir et de ne pas se laisser embobiner. Quand ils votent au Rassemblement National, ça reste Macron, en fait. C'est compliqué, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui échappent parce que faut pas oublier que les médias, beaucoup de gens qui votent regardent les médias, donc on nous met un peu en avant des futurs candidats, des gens, alors qu'il y a des gens remarquables dans toute la France. Moi, c'est pour ça aussi qu'avec les Patriotes de la diversité, je souhaite nommer des ambassadeurs dans toute la France, des banlieues, parce qu'il y a des gens brillants. Moi, je les appelle des pépites. Je connais des gens qui sont pas connus du tout, mais qui sont brillants, qui sont d'une intelligence, qui sont patriotes et qui sont issus de la diversité. Ça peut être des Français de souche, hein, mais ça peut être aussi des musulmans, ça peut être des gens d'Afrique. Et ces gens-là, on les met pas en valeur. Et moi, je voudrais vraiment qu'on les mette en valeur. Je voudrais les faire connaître et leur donner un micro. Pourquoi ces grands médias moi, je remarque une chose chez les anglo-saxons, qui ont quand même beaucoup de défauts, mais en tout cas, il y en a un qui n'ont pas. C'est que lorsque, par exemple, ils présentent un noir, par exemple, un afro-américain, ou même chez les Anglais, lorsqu'ils présentent un noir, ou je sais pas moi, un Indien chez les Anglais, ou ce que vous voulez, c'est un type avec un bagage universitaire, culturel énorme. En Amérique, en tout cas chez les Anglo-Saxons, c'est comme ça. En France, c'est Fadela Amara, c'est, je sais pas moi, c'est des gens qui n'ont rien prouvé, c'est souvent des gens assez médiocre que l'on met dans des ministères. Je me rappelle d'une fille qu'on avait mis préfète, ou je sais pas. Enfin, c'est des choses comme ça. Pourquoi est-ce que on met pas, je sais pas, le gars qui sort de Polytechnique, et il y en a, on les met pas ministres ou députés ou que sais-je. Oui, mais parce que t'as vu avec le gars la Malongo de LFI, ou le mec là de Drancy qui a LFI, qui était ancien dealer ou je sais pas quoi. Enfin bref. Tu vois, c'est hallucinant, quoi. Oui, c'est pas évident parce que effectivement, on peut pas. Nous, le peuple,
je veux pas non plus dire des choses qui sont choquantes, mais c'est vrai que, Bah, dis, tu es libre. Hein. bah, en fait, moi, j'ai l'impression plutôt que c'est les services entre copains. C'est-à-dire qu'en fait, on va nommer telle ou telle personne parce que l'autre. Il y a toujours des opportunités. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunisme. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour le pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui n'en ont absolument rien à faire du pays. Et malheureusement, bah, c'est comme ça que ça se passe tant que le peuple restera, acceptera. Moi, d'ailleurs, je ne comprends pas encore aujourd'hui pourquoi les gens ne sont pas sortis dans la rue par rapport à tout ce qui se passe, en fait. Parce qu'à un moment donné, moi, je ne comprends pas. Les gens perdent leur liberté, les gens perdent leur pouvoir économique, les gens travaillent pour rien, ils n'arrivent pas à s'en sortir, des couples n'arrivent pas à s'en sortir, à joindre les deux bouts en fin de mois. Et les gens ne sortent pas dans la rue, quoi. On a l'impression qu'ils sont anesthésiés. Tu le sens, ça? Ah ouais, j'ai l'impression qu'ils sont anesthésiés par ils vont s'exprimer sur les réseaux sociaux, ils sont en colère, il va y avoir des drames, ils vont s'exprimer, mais derrière, ils font rien. Et quand on leur propose justement d'agir, de passer à l'action, bah, il n'y a plus grand monde. Donc à un moment donné, bah, plutôt que de se plaindre, il faut peut-être aussi agir et chacun se responsabiliser justement et se dire, voilà, moi j'ai envie que les choses avancent, j'ai envie de faire bouger les lignes. Moi, c'est ce que j'ai fait en lançant cette association. J'ai réussi à fonder une équipe avec des gens qui ont à cœur ce pays parce qu'ils sont inquiets pour leurs enfants. On a plusieurs personnes de tous les milieux qui nous ont rejoints et qui disent, moi, je suis inquiet pour mon pays, je ne veux pas laisser ce pays dans un tel état à mes enfants. Et je pense qu'il faut vraiment agir si on veut changer les choses. Alors, commentaire, bravo madame, il y en a assez d'en entendre parler que de ce qui ne va pas. Beaucoup de personnes de toutes couleurs et de tous les âges font des choses merveilleuses. Nous sommes de grands singes et fonctionnons par mimétisme. Comme pour nos enfants, si nos comportements sont doux, si nous sommes à l'écoute, nos enfants agissent de même. Il faut cesser de penser que l'on ne fait de l'audience que par des meurtres, les vols, etc. Monsieur Pernaut manque aux médias. Vous, les médias, êtes extrêmement responsables. Vantez les belles actions et vous verrez ce pays changer car les jeunes, les gens de tous bords et de tous âges ont besoin d'exemplarité et de reconnaissance. Mais vrai, oui, ça c'est vrai. Ça me fait penser à une émission que j'adorais quand j'étais jeune. Je sais pas si tu connais, c'est La Nuit des héros. Oui, où en c'est fait, vrai. on mettait en valeur, moi ce genre d'émission, ça me manque. Par exemple, une émission où on mettrait en valeur les jeunes, des gens qui vont sauver des vies, par exemple. Et il y en a plus qu'on croit. Des fois, dans des incendies, on voit qu'il y a un jeune africain qui a sauvé la vie, qui a à ses risques et périls, qui a sauvé la vie de personnes qui sont dans un bâtiment en feu. Et je trouve qu'on met pas assez en avant la méritocratie. Je trouve qu'on valorise pas les gens, les belles initiatives. Je trouve qu'au contraire, on parle tout le temps sans arrêt de tout ce qui va pas. On fait peur, c'est vraiment anxiogène. Tu sais pourquoi? Et oui. Bah, je vais te le dire, hein. C'est pas compliqué, c'est parce que il n'y a pas de public dans tout ce qui va bien. Il faut dire les choses, les médias, alors je parle pas de Radio Courtoisie parce que nous, voilà, on agit différemment des chaînes de la TNT, etc., qui eux ont besoin d'avoir énormément d'audience parce qu'ils doivent vendre de la publicité, parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Eh ben, ces chaînes-là, si elles ne parlent pas de faits divers, elles font pas d'audience. Ouais. Le sang, ça fait vendre. Ben, évidemment. Le sang, ça fait Donc vendre. du coup, en fait, le public réclamant à ces médias du sang, ces médias donnent du sang au public. Ben oui, vous avez ça en fait. Ouais. Et je trouve ça vraiment dommage. En tout cas, moi, ce que je souhaite avec l'association, c'est qu'on puisse avoir les moyens. Pour l'instant, on a très peu de moyens parce qu'on n'a aucune subvention publique. Mais l'idée, ce serait qu'on puisse lancer justement une sorte de chaîne avec justement des vidéos en allant dans toute la France où on va filmer des gens qui ont fait des belles choses, qui ont pris des belles initiatives, des jeunes qui vraiment qui font des choses exemplaires. Tu as totalement raison, mais regarde, vous avez fait 10 millions de vues. Tiens, je donne un exemple parce que ça me vient en tête. Vous avez fait 10 millions de vues avec une vidéo parce que vous alliez vous faire casser la gueule par des gens, quoi. C'est ça en fait qui a intéressé. Alors on l'a pas dit sur la vidéo. Sur la vidéo, on a plutôt parlé justement du fait que non, on s'est pas vanté de ça. On a fait la vidéo, on a dénoncé tous ces tags. Ensuite, on a dit Ben a dit il faut absolument venir sur cette place avec des drapeaux français. Et la vidéo, elle a fait des millions de vues. On s'est pas vanté justement de ce qui s'est passé après, quoi. Ok. Alors des propos très intéressants tenus par une invitée remarquable. Voilà. Merci. Alors il y a aussi des gens qui nous disent aujourd'hui tout est basé sur la race. C'est vrai, sur sur la race, l'ethnie, etc. Pourtant beaucoup de musulmans sont blancs. C'est vrai que les gens ne disent pas que les Arabes sont minoritaires en islam, en tout cas dans le monde.
Oui, dans le monde, on sait qu'en Indonésie, dans d'autres Voilà, pays, déjà. les musulmans, enfin, ils sont très nombreux, En effectivement. Afrique. Voilà, mais effectivement, en France, en tout cas, il faut savoir que la France, c'est le pays d'Europe où il y a la plus grosse communauté musulmane, la plus grosse population issue d'Afrique aussi. Ah bah je fais marcher là, Patrice, là aujourd'hui tu marches là. Alors aujourd'hui tout est basé, bon beaucoup de musulmans sont blancs, un auditeur qui a appelé, d'autres sont noirs, on peut être patriote quelle que soit son ethnie d'origine. Tout à fait, tout à fait. C'est mais qu'est-ce qu'il faut, bien, pour être patriote qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que il y a un modèle français ou est-ce que il faut faire comme les anglo-saxons, c'est-à-dire plutôt comme les américains? D'après toi. Non, enfin la France, faut pas oublier, la France déjà c'est le pays de la laïcité. Dans les pays anglo-saxons, bah, c'est très différent. Après, ils sont très fiers aux États-Unis quand vous passez dans les rues, vous voyez toutes les maisons avec leur drapeau devant leur maison. En France, aujourd'hui, c'est devenu, je veux dire, tu sors un drapeau, tu peux te faire agresser. Et ça, c'est vraiment, c'est pas normal. Et moi, je pense que c'est aux citoyens c'est pour ça que d'ailleurs on organise demain ce rassemblement parce qu'on veut que les citoyens soient fiers de ce drapeau, qu'ils viennent et qu'ils le revendiquent. Oui, parce que qu'ils le les revendiquent. Américains, alors parfois ça ne se passe pas bien entre les Afro-Américains et les WASP. Ça peut ne pas se passer bien entre les Latinos, les Afro, les WASP, etc. Par contre, ils se disent tous américains. Ah mais oui, et puis clairement, ils sont fiers. Moi, je suis partie aux États-Unis, je suis partie en 2019 aux États-Unis. J'ai été scotchée quand j'ai vu la fierté, je veux dire, la fierté des Américains pour leur drapeau. C'est de toutes les couleurs. Ils sont fiers de dire, moi, je suis américain dans l'âme et que Dieu bénisse l'Amérique. Et c'est vraiment une culture de fierté, d'honneur. En fait, c'est normal pour eux, quoi. C'est vraiment dans leurs habitudes. Contrairement à la France. Alors, j'ai notre ami poète qui nous dit: puis-je avoir votre avis, belle Enda Yari? Déjà, il commence comme ça. Hein. En vraie femme de foi sur la vie Paris. Quant au. Sache que nos auditeurs du Courtoisie, c'est quand même le haut level. Hein. C'est pas les auditeurs d'énergie 12. Hein. Quant aux avortements qui affligent Marie et ses euthanasies en pire barbarie. Oui, parce que actuellement. On a eu cette IVG dans la Constitution et l'euthanasie qui arrive, ouais. Qui est votée actuellement, enfin, ouais. je crois qu'elle a quand même été votée, je crois. Hein. Bah, on a l'impression qu'on, c'est aussi un sujet inquiétant, hein, parce que effectivement, en gros, on veut tuer tuer nos vieux, quoi. On veut tuer nos malades, alors que bah, moi, je trouve que moi, je suis pour la vie. Je suis pas pour la mort et je pense que quand il y a de l'espoir, il faut se battre jusqu'au bout et effectivement après c'est un choix effectivement, mais c'est un sujet encore qui mérite réflexion, qui mérite aussi c'est pas rien comme sujet. Je peux pas l'évoquer comme ça en 2 minutes ici, mais c'est comme l'avortement, c'est pareil, c'est un choix personnel et je trouve dommage. On a l'impression qu'on veut aussi faire disparaître une certaine partie de la population. Le macronisme, faut dire la chose, enfin, c'est mon avis, je donne mon avis, c'est la mort. Hein. Ça, je le dis, bon, c'est comme ça. C'est la culture du vide et culture de la mort. C'est clairement, ouais. Un auditeur nous appelle, nous dit: hier soir, monsieur Philippot s'est fait interpeller sur la manifestation prévue ce dimanche et il a encouragé ceux qui le pouvaient à y participer. Bon, alors, écoutez, là, on me demande: pouvez-vous aussi lancer un appel à participer à la manifestation cet après-midi de Philippot? Écoutez, moi j'y serai. Je vais pas lui demander je vais pas demander à Enda voilà. Bon, merci Florian Philippot d'avoir encouragé les gens à venir. Bon. Voilà. Merci, mais oui, merci. Moi, j'ai pas de souci avec Monsieur Philippot. Au contraire, c'est très, très sympa de sa part. Et effectivement, moi, je dis pas aux gens de pas aller à sa manif d'aujourd'hui. Il se bat pour son pays. Il a ses idées et je respecte toutes les personnes qui aiment la France et qui se battent pour notre pays. Ah tiens, j'ai un truc un peu polémique, mais bon, je suis obligé de te la poser. Ici, on est transparent. Bonjour à tous. J'ai appris l'existence du combat de votre invité sur la vidéo de Nour à la lame de Bruno Guillot, ex-salafiste. Je sais pas si tu connais. Non. Donc voilà, c'est un ex-salafiste
qui en a parlé. Voilà, bravo pour son courage. Visiblement, cet axe salafiste te soutient. Vous parlez de Ben le Patriote, mais il existe une vidéo de Majid Oukasha qui dénonce son double discours quand on ose critiquer l'islam. Je me méfie de ces immigrés apparemment de droite de type Malika Sorel. Parce que c'est ça aussi, par exemple Malika Sorel a été élue sous la bannière Rassemblement National. Bon, il marque quand même à la fin belle émission. Et après, elle s'est retournée. Et donc du coup, Majid Oukasha, qui est je crois un influenceur aussi sur YouTube, il dit voilà, je crois qu'il est apostat, je crois. Qu'est-ce que tu en penses de ce qu'il a dit sur Ben le Patriote? Oui, en fait, je peux comprendre, parce que déjà, il ne connaît pas personnellement Ben le Patriote. Moi, j'ai appris à le connaître Ben personnellement. Et c'est pas évident parce que quand on s'exprime sur les réseaux, parfois on peut dire des choses et c'est très compliqué de se faire comprendre quand on ne va pas approfondir. Et effectivement, ça peut être interprété de différentes manières par les différentes personnes qui écoutent. Et en fait, donc lui, il accuse Ben d'un double discours par rapport aux musulmans, c'est ça Majid Oukasha. Ouais, Oui. Son double discours, c'est quoi? Alors, C'est de... je ne sais pas. Alors, je sais pas parce que c'est l'auditeur qui me l'écrit. Voilà, il me dit il existe une vidéo de Majid Oukasha qui dénonce son double discours quand on ose critiquer l'islam. Bon, je sais pas. ce qu'il Oui, s'est parce dit. qu'en fait, Ben, lui, ce qui critique son combat, c'est contre ceux qui donnent une très mauvaise image de la communauté maghrébine, la communauté musulmane. C'est Ok. la même chose que moi, d'ailleurs. Maintenant, s'en prendre à ces gens-là ne veut pas dire qu'on s'en prend aux musulmans et qu'on s'en prend à cette religion qui est l'islam. D'accord. C'est une religion que je respecte comme Ben la respecte. On respecte les croyants, toutes les croyances. Je voulais oui. moi donner un peu. Je voulais répondre aussi à la personne qui a écrit. Moi, je suis pas très. Vous savez bien que je suis pas très républicain et je suis pas très comment dire droit au blasphème. Voilà, très sincèrement, et moi je suis pas pour critiquer l'islam, le judaïsme et tout. C'est pas à nous de faire. Je vois pas pourquoi on critiquerait. Je vois pas pourquoi on utiliserait des mots blessants aussi. Et je vois pas, voilà, je vois pas ce que ça apporte. Et puis le sacré, la spiritualité, c'est quand même bien de l'avoir, hein, parce que Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas évident pour nous. Parce que, vous savez, nous, enfin moi, comme Ben, en fait, on a le cul entre deux chaises. Pourquoi? Parce que on combat les extrémismes, mais partout. C'est-à-dire, ça peut être les extrémismes politiques, les identitaires racistes, hein, les fachos, mais ça peut aussi être les extrémismes dans notre propre communauté. Toutes ces racailles de banlieue, par exemple, qui vont voler, qui vont brûler, qui vont faire n'importe quoi. Eh ben nous, on les critique, on les dénonce. Moi, j'estime que c'est à nous aussi de faire le ménage dans notre propre communauté. Moi, je suis toujours musulmane, hein, j'ai pas apostasié, comme Ben. Ben est musulman, mais il est courageux. Pourquoi? Parce que en fait, il n'hésite pas à critiquer, justement, par exemple, les islamistes, les gens qui vont utiliser la religion pour manipuler, pour soumettre, qui sont injustes, qui écrasent, par exemple, les femmes. C'est très courageux. Pourquoi? Parce qu'après, on se retrouve avec tous ces gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui vont nous attaquer, qui vont dire qu'on fait des doubles discours, justement. Mais en fait, Ben, il est pour le juste milieu, pour le respect de la croyance de chacun, comme moi d'ailleurs. Nous, on respecte toutes les religions. Dans toutes les religions, il y a des textes violents, il y a des trucs choquants, que ce soit dans le judaïsme, dans le catholicisme, mais dans l'islam aussi. Et moi, je rejette, en fait, certains textes, certains hadiths. Il y a des choses que je ne peux pas accepter, Alors, que je hadith, c'est rejette. pas le Coran, hein. Déjà, Oui, faut non, préciser, mais hein. même dans le Coran, moi, il y a des choses que j'accepte pas. Je le dis, je l'assume. Après, s'il y a des musulmans qui vont me dire « Ah, mais t'es pas musulmane. Ah, mais en fait, tu peux pas être musulmane. Si t'étais musulmane, tu devrais porter le voile. » Enfin, chacun a son opinion. Moi, vous êtes qui, vous, pour me juger? Et moi, je suis pas là pour vous juger. Vous voulez pas porter le voile, vous voulez apostasier, c'est votre problème. Mais soyez respectueux. Et c'est vrai que moi, ce que je dénonçais, c'est cette violence verbale. Je trouvais qu'il y avait certains apostats. Il y a vraiment... J'ai beaucoup de respect pour les apostats. Parce qu'aujourd'hui, il faut être très courageux pour oser dire publiquement « J'ai apostasié, je renie l'islam. »
j'étais musulmane et aujourd'hui je ne suis plus musulmane, je trouve ça extrêmement courageux. Et vraiment, c'est du courage parce que ces gens-là, ils sont menacés. Je veux dire, dans l'islam, quand tu apostasies, tu mérites la peine de mort, c'est clair, dans les textes. Donc, je crois que dans toutes les religions, l'apostasie, c'est pas bien. Hein. Voilà. Donc, je veux dire, tu n'en sortiras pas indemne, hein, théoriquement. Mais dans l'islam, c'est extrêmement violent. Il y a une pression. Je veux dire, à un moment donné, tu choisis pas cette religion, tu hérites de cette religion par tes parents. Et effectivement, à partir du moment où tu dis, moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il y a dans cette religion, bah, tu prends le risque de perdre ta famille, tu prends le risque de perdre tes amis, tu prends le risque d'être exclu de cette, entre guillemets, communauté. Et je trouve ça très courageux. Mais ce qui m'a dérangé, et d'ailleurs, c'est exactement la même chose, Ben, on en a parlé, ce qui nous dérange, c'est certains apostats qui passent leur vie, leur temps du matin au soir sur les réseaux sociaux à insulter les musulmans. Je veux dire, ok, ils critiquent les textes de l'islam, on a compris, ils vont dire que le prophète Mohammed est un pédophile, mais moi j'étais pas présente en fait, je ne sais pas ce qu'on raconte sur, peut-être que ce sont des histoires inventées, il y a des hadiths inventés, pourquoi on n'aurait pas inventé que le prophète, on dit le prophète Mohammed a violé une petite de 9 ans qui s'appelle Aïcha, donc vous avez un prophète qui est un pédophile, donc vous suivez une secte, l'islam est une secte menée par un pédophile, bah non en fait, moi j'étais pas présente, j'en sais rien s'il a vraiment violé une gamine de 9 ans, on raconte les histoires qu'on a envie de raconter sur tous les prophètes de toute façon. Qu'est-ce qu'on en sait si vraiment il a fait ceci ou cela? Moi j'ai du respect pour les gens qui portent un message, tous les prophètes, tous les messagers, moi je suis croyante et je prends tout ce qui est positif dans chaque religion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi je me suis faite ma propre religion, je prends tout ce qui est bon, tout ce qui parle d'amour, tout ce qui parle de fraternité, je le prends. Et tout le reste, la violence, la haine contre les juifs, la haine contre les femmes, ben moi je rejette tout ça. Voilà. Moi je vais te dire, j'ai reçu, il se trouve, de ces apostats, dont Amir l'apostat, je crois ça, ouais, et Adelexa, quelque chose comme ça. Oui. C'est ça, ouais. Oui. Oui, elle est sur les réseaux, voilà, elle fait beaucoup de vidéos. Une fille qui est venue, je crois, en midi-jupe, voilée à Châtelet, qui a failli se faire péter la gueule. Je les ai mis en débat face à... Et Cassius l'a dit. Et je les ai mis en débat face à Divisio, qui est devenu fou et qui a quitté... et qui a quitté le plateau après une demi-heure. Donc il m'a laissé tout seul, enfoiré. Et donc du coup, j'ai vu quand même, en fait, c'est des gens... en fait, je pense que c'est même pas la religion, c'est la communauté, c'est leur propre communauté qui le rejette. Je pense sincèrement. Hein. Ils veulent rejeter leur communauté, c'est ça, la communauté dont ils faisaient partie, voilà. C'est ça. Ben oui, et c'est ça le problème. Ça, c'est une fille née en Algérie, ouais, qui a vécu avec l'Algérien et tout, c'est ça. Qui a dû avoir un parcours un peu compliqué. Et donc, du coup, là, elle n'en peut plus, voilà quoi. On a l'impression qu'il y a une obsession parce qu'il parle que. Enfin, même moi, j'essaie de comprendre. Je veux dire, moi, quand j'ai retiré le voile, bon, je comprends, j'ai retiré le voile. Elle est kabyle, quelque chose comme ça, je crois. Oui, alors et donc, moi. Du coup, ça rajoute un truc en plus. Moi, je sais que. Enfin, je l'ai rencontrée une fois à une conférence et elle s'en est pris à moi en me disant. Oui, en me disant pourquoi tu dis que tu es toujours musulmane alors que tu as retiré le voile? Le voile est obligatoire, donc tu dois mettre ton voile si tu dis que tu es musulmane. En fait, elle a une vision qui lui appartient et effectivement elle a beaucoup de mal à être tolérante avec des visions différentes et donc c'est pour ça que je la critique pas mais parce que voilà, de toute façon c'est pas ça le sujet. Alors, votre invitée est intéressante mais qui finance son association? Mais elle a dit c'est compliqué justement on a eu quelques petites adhésions. Derrière. Non, alors oui parce que on a tout entendu, je veux dire moi j'ai des amis qui ont rejoint l'association et qui m'ont dit qu'ils ont eu on leur a dit que moi j'étais financée par les sionistes, par Israël, par est-ce que c'est le des cas? Lobbies. Bah pas du tout parce que si on était financé déjà on aurait fait déjà beaucoup plus de choses. Nous on dépense de l'argent de nos propres deniers personnels. On a quelques adhérents, on a eu la chance d'avoir en 10 jours on a eu 2500 adhésions. Les gens on leur a dit c'est gratuit, vous pouvez adhérer gratuitement mais vous pouvez aussi donner de l'argent pour nous aider parce qu'on ne veut pas priver les gens qui n'ont pas les moyens de rejoindre cette association et donc l'adhésion est gratuite mais pour les gens qui peuvent nous aider c'est à partir de 1 €. Chacun est libre de donner ce qu'il veut à cette association
association, et on avance étape par étape, au fur et à mesure. On espère avoir des subventions, on espère, mais on ne veut pas dépendre aussi de partis politiques, et c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas fait de demande, parce que vous voyez, quand vous prenez des subventions, quand vous êtes une association et que vous prenez des subventions de certains partis, on peut après vous dire, voilà, il ne faut pas faire ceci. Nous, on veut vraiment rester indépendant, on veut garder notre liberté d'expression, on veut être indépendant, et l'idée, c'est qu'on puisse trouver justement de quoi financer nos futures actions, parce qu'on a plein d'idées. On les a mis sur notre site internet, on a la chance d'avoir des bénévoles, on a la chance d'avoir... par exemple, la société Concilium, Thomas Colbé, qui nous a fait notre site internet, qui s'est investi parce qu'il y croit. Il croit en cette association, et c'est une vraie chance d'avoir ce soutien. Et on a d'autres soutiens. On a un ami qui est commissaire de police, qui nous a rejoint aussi, qui lui s'occupe de la partie sécurité. On a un maire, bon, il est maire, mais il croit beaucoup en cette association. Il nous soutient à sa façon. On a des personnes de tous les horizons très différentes. On a des juifs, on a des musulmans, on a des chrétiens dans cette association. Pas financé par les grands groupes, ça. Pas du tout. Et ça, c'est le fantasme. Vous savez, c'est les fantasmes complotistes de certaines personnes qui vont dire Enda Ayari, elle est financée par les lobbies sionistes. Non, parce que si j'étais vraiment financée, je serais pas. J'ai comme tout le monde des difficultés, et on essaie de se battre justement pour faire vivre cette association. Et on a surtout beaucoup de volonté et de détermination. Alors, malheureusement, la religion ne reflète que guerre, conflit, haine, au lieu d'être amour, don de soi, comme l'indiquent les textes sacrés. Non, ça, c'est pas. Je pense que c'est plutôt l'interprétation des religions que la religion en elle-même. Je crois pas que la religion. C'est l'interprétation. C'est les hommes qui interprètent d'une telle manière qui créent la guerre. C'est ça. Moi, j'ai l'impression même que les religions divisent. Et que, en vérité, moi, je suis déiste. Moi, je crois. D'accord. Voilà, moi, oui, moi, je suis très croyante vis-à-vis. J'ai une relation particulière avec Dieu, peu importe le nom qu'on lui donne, Allah, Dieu. Mais c'est-à-dire que moi, j'ai pris mes distances avec la pratique de l'islam. Déjà, je ne vais pas le cacher, j'assume. Mais je me considère toujours musulmane, c'est ma religion de naissance. J'aime bien le soufisme. Moi, je suis plutôt dans le côté spirituel. Donc, le soufisme, pour moi, c'est le plus proche du vrai islam. C'est l'amour, c'est la fraternité, c'est la solidarité, etc. C'est des belles valeurs. Et je considère que dans toutes les religions, il y a le même message, en fait. C'est l'amour de Dieu, et aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain et faire le bien autour de soi, tout simplement. Alors, je rappelle, demain, 14h, place de la République, manifestation, les patriotes de la diversité. Alors, bonjour Monsieur Borowski, j'écoute vos émissions avec beaucoup d'intérêt. Pour celle d'aujourd'hui, j'aimerais saluer d'abord votre invitée, Madame Enda Ayari, et saisir l'occasion pour mettre en relief ce qui suit. Dans la majorité des cas, un franco-algérien, je crois que c'est un Algérien qui nous écrit, je crois, se sent beaucoup plus algérien, voire exclusivement algérien. Se prévaloir de l'identité ou de l'appartenance française est synonyme de trahison. Hormis d'être extrême droite et de la fachosphère, un franco-algérien peut adhérer à toutes sortes de syndicats, associations ou partis de gauche et d'extrême gauche tout en plastronnant. Mais il n'a pas intérêt à s'afficher à droite sous peine, entre guillemets, d'excommunication. Voire pire. Le chanteur Faudel a payé très cher son soutien à Monsieur Sarkozy. C'est aussi valable pour les gens ayant la double nationalité, issus d'autres pays du Maghreb et d'Afrique noire. Mes salutations. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est réel, ça. C'est-à-dire que quand on dit... Alors, je t'ai pas dit que t'étais de droite et tout, je dis pas ça. Mais quand, par exemple... voilà, quand Faudel a dit voilà, je suis de droite, je soutiens Nicolas Sarkozy, là ça passe plus. Il a été grillé. Oui, non, mais après, on va pas se mentir, il y a une pression communautaire de toute façon. C'est clair, on va pas se mentir. Mais bon, vous êtes. Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus justement de personnes issues de l'immigration qui assument justement d'aimer la patrie. Alors, est-ce que aimer la patrie, c'est d'être de droite, être de gauche? Est-ce que par exemple... Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être de droite quand on voit l'État? Enfin, je veux dire, je m'excuse, mais c'est pareil pour le Rassemblement National. Le Rassemblement National d'aujourd'hui n'a rien à voir avec comment ça s'appelait avant là, le RN. Le FN. Le FN, voilà, le FN, ça n'a rien à voir. Je veux dire, Marine Le Pen, elle est pas, enfin, je veux dire, elle a pas repris les idées de son père. Est-ce que par exemple, là, dans l'associatif, est-ce que la prochaine étape, c'est peut-être rentrer en politique?
Bah, pour l'instant, moi, le problème, pourquoi je suis jamais rentrée en politique, c'est parce que je suis très attachée à ma liberté d'expression. Moi, pendant des années, j'ai été dans la soumission, on m'a fait taire, on m'a caché, j'avais pas le droit de me montrer, j'avais pas le droit de faire des photos, j'avais pas le droit de parler. Voilà, moi, la seule chose qui fait que je suis restée dans le domaine associatif, c'est de pouvoir garder ma liberté d'expression, ma liberté d'opinion. Et quand vous rejoignez un parti politique, bah, il va falloir faire un peu plus attention à ce que vous dites. Vous devez... Enfin, ça fait peur aujourd'hui, les partis politiques, parce qu'on voit bien déjà, ils se bouffent entre eux. Ils ont beaucoup de mal à s'entendre. On n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens sincères. Donc moi, pour l'instant, je préfère continuer avec cette association, regrouper des personnes qui sont sincères, des personnes qui aiment ce pays, qui ont envie de changer les choses. J'aimerais aller à leur rencontre dans toute la France et justement, pourquoi pas, trouver des pépites, des gens qui sont issus de l'immigration ou pas, et leur donner le micro, les mettre en valeur, les filmer, et peut-être qu'un jour on trouvera, je sais pas, hein, c'est une idée que j'ai, peut-être qu'un jour on trouvera un futur politique Mais parmi ces... Est-ce que la deuxième étape, c'est pas la politique? Parce que là, il y a l'associatif, ok, mais est-ce qu'après, il ne faudra pas aller rentrer justement politique pour mettre en application ces idées associatives? Alors la seule condition, c'est que si moi je peux me rendre utile à mon pays, si je peux avoir un peu plus de moyens pour œuvrer pour ce pays, pour protéger mon pays et mon peuple, bah, si je dois un jour rentrer en politique, peut-être que je le ferai, mais il faudra vraiment... Enfin, je ne le ferai pas comme ça sur un coup de tête ou parce qu'on va me proposer des beaux postes. Je ne suis pas assez opportuniste pour ça. Sinon, je serais déjà en politique. Mais là, vraiment, l'idée, c'est d'œuvrer, c'est changer les choses, vraiment faire avancer les choses pour ce pays. Est-ce que si, je ne sais pas moi, Marine Le Pen est présidente de la République, elle dit voilà, Madame Enda Yari, je voudrais vous proposer un ministère de la ville, des associations, je sais pas, des citoyens, enfin je sais pas, toutes ces questions sur lesquelles tu travailles, est-ce que, par exemple, ça, tu pourrais accepter? Je sais pas. À l'heure d'aujourd'hui, je peux pas te dire pourquoi. Parce que moi, ce que je veux, c'est me rendre utile à mon pays. Parce que ça, c'est ce qui donne un sens à ma vie. Pourquoi? Parce que la France m'a tout donné. Parce que c'est grâce à la France, aujourd'hui, je peux m'exprimer devant toi à la radio. Donc, je dois beaucoup. Je suis très reconnaissante envers mon pays. Je l'aime au fond, avec mes tripes, avec mon cœur. Et si un jour, je sais pas, on me propose un poste où je sais que je vais vraiment être plus utile et qu'on me donne les moyens d'agir vraiment concrètement pour changer les choses, pour aider mon peuple, je ne sais pas. Sincèrement, aujourd'hui, je ne peux pas te dire oui, je ne peux pas te dire non. C'est quelque chose qui demande de la réflexion. Mais ce que je rêve, c'est de trouver un jour un futur candidat à l'élection présidentielle qui me donne envie de m'engager en politique. Un homme qui émerge du peuple, un homme qui vraiment aime la France et qui va peut-être un nouveau Charles de Gaulle, je ne sais pas, je suis peut-être un peu trop rêveuse, mais là, peut-être que oui, je pourrais rejoindre et soutenir un candidat si vraiment il nous prouve qu'il veut changer les choses et qu'il est sincère pour le bien de notre peuple et de notre pays. Voilà. Donc demain, 14h, République, les patriotes de la diversité. Où est-ce qu'on peut trouver, tiens, j'ai une question, on me demande, où est-ce qu'on peut trouver son association? Alors, on a un site internet, www.lespatriotes-de-la-diversité.fr. Oui. Donc, on est sur les réseaux sociaux, mais on a un site internet où vous pouvez adhérer. On a une boutique en ligne aussi. On a commencé à mettre des petites choses en vente avec notre logo, parce qu'on a quand même un très beau logo. Il y a déjà le t-shirt, voilà. Je vais quand même le montrer. Voilà. Ouais. Alors là, pour l'instant, c'est la radio, mais comme la radio dorénavant est filmée, vous le verrez. Voilà, les patriotes de la diversité. Voilà, j'ai le t-shirt. Pas devant le micro. Voilà, vous voyez. Et on va les mettre en vente demain, justement. On aura des t-shirts au rassemblement, on aura des sacs, on aura des badges, des autocollants. Donc, beaucoup de gens nous ont demandé ça, mais c'était très compliqué de mettre tout ça en œuvre parce que quand on n'a pas beaucoup de moyens, bah, c'est pas... Comme on sait, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et quand on a agi avec nos moyens, nos petits moyens, là, ça y est, on a enfin les badges, on a les t-shirts. Donc, les gens qui souhaitent avoir des badges, n'hésitez pas à nous contacter, à nous relancer, soit par mail, soit sur le site de l'association. Parce que, sur le site, vas-y, répète le site. www.lespatriotes-de-la-diversité.fr.
D'accord. Il y a le contact, tout ça Il quoi. y a tout, il y a le contact. On a enfin mis en place, on est en train de mettre la boutique en ligne en place. Il y a énormément de gens qui nous ont réclamé le badge, des t-shirts, etc. Et c'est vrai qu'on a été, entre guillemets, un peu victime de notre succès. On ne s'attendait pas à un tel succès. On a été un peu dépassé parce qu'on est une équipe qui est en train de se constituer depuis quelques mois. Et il faut mettre tout ça en place. Il faut un peu de temps. Il faut avoir des moyens. Mais voilà, on est là et on compte bien y rester. Et puis j'ai vu que tu avais une marraine aussi de l'association. C'est pas Christine Kelly? Non, Christine Kelly, elle n'est pas marraine. Bah, Elle a été la première en fait qui nous a fait l'interview. D'accord. Christine Kelly, je l'ai revue hier justement quand je suis passée chez Morandini. Elle a vraiment, elle a réitéré son soutien. Elle est adorable, elle adore l'association. Mais non, le parrain, c'est Bernard de la Villardière. Ah, c'est Bernard de la Villardière. On a aussi je crois qu'il y avait aussi une marraine. Ouais, on a aussi le soutien de Véronique Geneste. D'accord, ok. Voilà. Donc, mais on a cette chance-là d'avoir des belles personnes avec nous dans l'équipe. Est-ce que ces gens-là seront là demain? Alors oui, normalement, parce que c'est pas évident, parce que Véronique Geneste, elle vient de Corse, donc voilà, c'est pas sûr qu'elle puisse réussir à venir. Elle m'a dit qu'elle allait me tenir au courant par rapport à sa venue, mais en tout cas, elle me soutient à fond le projet. Elle a été super. Alors Bernard de la Villardière, il est à l'étranger actuellement. Et on a par contre des gens qui nous ont contactés pour réitérer leur soutien et le fait qu'ils allaient se déplacer du sud de la France. Donc on a des cars qui ont été organisés, on a des influenceurs qui ont beaucoup œuvré pour organiser les choses, on a des citoyens de leur côté pareil qui s'organisent avec des covoiturages, des cars qui sont affrétés. Enfin, je pense qu'il y aura beaucoup de monde, je ne sais pas combien de personnes, mais il y aura des drapeaux français partout sur la place de la République. C'est ce qu'on souhaite vraiment. Nous, c'est notre rêve qu'on puisse inonder la place de la République de drapeaux français pour montrer aussi que, en fait, on aime la France, que tous les enfants de France sont là pour la France, pour ce drapeau et le portent avec fierté. Et il y aura de la sécurité, donc n'ayez pas peur de venir, parce que souvent des manifestations, à ce niveau c'est bancal, mais il y aura de la sécurité parce que tout à fait. Parmi on a une équipe. Il y a un commissaire. Exactement. Il fait partie de l'équipe. Il n'est pas adhérent. Il est vraiment membre parmi les fondateurs de l'association. Il est commissaire de police. Il s'occupe de la partie sécurité justement en lien avec la préfecture de Paris. On a aussi une équipe qui va s'occuper en lien avec Ben le patriote de la sécurité. Donc vraiment, ça va être une marche. C'est une marche qui va démarrer à la place de la République jusqu'à Nation et on tenait à s'arrêter devant le Bataclan. Donc il va y avoir un arrêt devant le Bataclan et 1 minute de silence pour la mémoire des victimes de l'islamisme. D'accord. Ouais. Donc ce sera devant le Bataclan. Passer devant le Bataclan. Oui. Donc ça va durer combien de temps à peu près? Ça devrait démarrer à 14h et peut-être jusqu'à 18h environ. D'accord. Voilà, il y aura aussi des prises de parole. Quelques prises de parole de plusieurs personnes. On est en train d'organiser les choses par rapport à ça. Et puis, on va venir avec des badges, des t-shirts pour les gens qui veulent, qui veulent avoir leur t-shirt ou leur badge. Il y aura les influenceurs aussi qui se sont constitués en collectif. Normalement, il devrait y avoir pas mal de monde. On verra, ça va être la surprise, mais on pense qu'il y aura pas mal de monde demain. Donc, il y aura tout ce monde demain à 14h, ça c'est sûr. Et après la manifestation, parce que les manifestations sont toujours belles, et souvent, ça s'arrête, et puis voilà, qu'est-ce qui se passe? Après, vous continuez le combat? Ah bien sûr, au contraire, après on va continuer, on va mettre en œuvre d'autres actions. On espère que c'est la première, mais on espère que ce ne sera pas la dernière. Bien sûr qu'on va organiser d'autres manifestations. On a plein d'idées, on a envie d'aller à la rencontre des jeunes justement des banlieues avec notre équipe, faire des vidéos. Donc on a besoin de bénévoles, on a besoin de personnes qui pourraient nous aider justement pour faire des vidéos, pour faire des montages. On a besoin d'un community manager, on a besoin de toutes les bonnes, de toutes les forces. De toutes les forces vives justement pour pouvoir organiser les choses. On a vraiment beaucoup d'idées et on va faire une réunion publique évidemment pour en parler et les personnes qui veulent adhérer, qui veulent nous soutenir surtout sont vraiment les bienvenus parce qu'on aura vraiment besoin de soutien à tous les niveaux.
Il y a beaucoup d'adhérents actuellement? Alors, bah, on a eu, c'était impressionnant, on a eu en 10 jours 2500 adhésions. 2000. Alors aujourd'hui, je sais pas trop, parce que j'avoue que j'ai pas trop regardé, on en est à combien, mais je pense qu'on en est, un peu. Comment on peut adhérer justement à l'association? C'est simple, il faut aller sur le site et puis cliquer sur adhérer, tout simplement. D'accord. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Ok. Par contre, les gens qui veulent bien nous aider, bien sûr qu'on a besoin de soutien financier, ça c'est sûr. C'est à partir de 1 euro. Donc chacun en fonction de ses moyens. Il y a des gens qui nous ont donné 1 euro symbolique, mais c'est un geste. C'est pas rien pour nous 1 euro, parce que pour nous chaque centime est important. Et voilà, en fonction de ses moyens, les gens qui ont plus de moyens, évidemment, n'hésitez pas à nous aider. Et puis les gens qui n'ont pas trop de moyens ou qui vraiment n'ont aucun moyen, bah, ils peuvent adhérer gratuitement. Voilà. Donc, madame, j'admire votre combat. Cependant, les diversités dont vous avez parlé ne sont pas si étanches que cela. Donc, du coup, demain, 14h, place de la République. Vous allez après jusqu'à Nation. Bon, moi, j'y serai. Je ferai évidemment un reportage dessus. Vous vous arrêtez au Bataclan avec minute de silence. Il y aura des prises de parole. Il y aura d'autres choses aussi? Bah, pour l'instant, voilà, on démarre. Nous, on est une petite association. On n'a pas vraiment de grandes. Voilà, on n'est pas. On n'a pas encore les moyens de faire de grandes choses. Nous, on fait ça humblement, modestement. On a fait un appel. On espère que cet appel sera entendu. On espère être nombreux. On a la chance d'avoir été entouré par des influenceurs aussi patriotes qui ont vraiment œuvré et qui ont fait du bon travail. Et on espère pouvoir se retrouver tous demain, faire connaissance, parce qu'on ne se connaît pas tous les uns les autres. Des influenceurs patriotes. J'ai l'impression que le patriotisme, c'est des jeunes? Oui, et franchement, ça fait plaisir à voir, parce que j'ai vu des vidéos, j'ai vu des dizaines de vidéos, et c'est très touchant, parce que tu as des influenceurs, même un influenceur africain qui est patriote, un jeune influenceur africain qui est patriote. On a des influenceurs qui ont chacun des origines, il y en a qui sont français de souche et qui mettent le drapeau français et qui tiennent vraiment à ce rassemblement. En tout cas, auprès de la nouvelle génération, revient... Oui, ça revient et ça fait chaud au cœur, parce qu'on en a vraiment besoin en ce moment, surtout avec ce qui se passe. C'est important, et on espère vraiment voir de plus en plus d'influenceurs justement sur les réseaux, inonder les réseaux avec des belles vidéos, avec le drapeau français. Et en plus, ils sont évidemment les bienvenus s'ils veulent rejoindre notre association. Voilà, on est là pour être ensemble, on est là pour se soutenir les uns les autres. Et comme on dit, l'union fait la force. En tout cas, merci à toi, chère Enda. Ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. Alors, demain, 14h, République. Voilà, vous venez. Il y aura du monde. Première des choses. Deuxième des choses, c'est sécure. Voilà, c'est sécurisé. Voilà, ne vous inquiétez pas. Il y aura pas d'antifa, ou peut-être qu'ils seront là, mais en tout cas, il y aura de la sécurité. Voilà. Des choses. Donc ça, parce que les gens aussi, des fois, ont peur parce qu'ils se disent est-ce qu'il y a de la sécurité? Ce que je comprends, j'ai un ami qui m'en a parlé et je lui ai dit non, il ne faut pas s'inquiéter, il y aura vraiment de la sécurité, il n'y aura pas de problème. Et de toute façon, il y a des professionnels, au cas de problème, il y a des professionnels qui sont là pour ça. Donc normalement, ça devrait bien se passer. En plus, il va faire beau, donc on a de la chance. En plus, il fait beau. Et le but, c'est que ce soit aussi un peu une fête. Exactement, c'est la fête, c'est le grand rendez-vous des Français, des patriotes français, c'est la fête de la France. On aimerait vraiment, et pourquoi pas chaque année faire un rassemblement, pourquoi pas avec notre association et fêter cette France qu'on aime, parce que la France, elle a besoin de tous ses enfants et il faut lui montrer qu'on l'aime. Merci à toi, chère Enda. Moi, je serai demain avec elle. Je vais filmer ta manifestation. Je serai aussi cet après-midi chez Florian Philippot. Je vais aussi filmer la manifestation de cet après-midi, 14h, Port-Royal. Port-Royal. Ne vous trompez pas, c'est pas Palais-Royal, Port-Royal. Donc je vais filmer aussi cette manifestation. Soyez nombreux aux deux, cet après-midi et demain 14h, République. Soyez nombreux, montrez que les gens aiment la France. Passez tous une excellente journée. Merci à toi, chère Enda, et à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Allez, salut, ciao.